La remarque de Léa Salamé à l'humoriste Artus, qui se félicitait d'avoir arrêté de boire et de fumer pour gérer ses angoisses. Et samedi soir, dans l'émission Quelle époque sur France 2, la présentatrice lui a lancé « Vous êtes devenu chiant ». Une séquence qui fait fortement réagir sur les réseaux sociaux. Artus avait répondu que ce genre de remarque était très français. C'est bien de ne pas boire d'alcool forcément. Si j'avais dit que j'arrêtais la coke, tout le monde m'aurait dit bravo. Alors vous avez peut-être arrêté de boire vous-même, vous avez décidé de boire très rarement, vous prenez régulièrement des remarques en soirée du style « t'es pas drôle ». Écoutez ce qu'a dit Léa Salamé à Artus. C'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. Ouais, alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça, de dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh là là, dis donc. Mais quoi, je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain bravo. Ah, bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke. C'est vrai, génial. C'est vrai, en France, tu dis t'arrêtes de boire. Ce que je trouve, moi, vraiment cette société, j'ai vraiment du mal. En fait, elle joue Léa. Elle joue au second degré, elle s'amuse, elle ne dit pas comme moi je peux le faire plein de fois quand tu interviews ou quand tu interroges quelqu'un. Et vous avez déjà Artus qui le prend au premier degré, et vous avez en plus le public qui le prend au premier degré, donc ça devient insupportable. Au lieu de rire de tout ça, on arrive sur une discussion moraliste sur l'alcool, etc. C'est pas du tout ça. C'est pas l'enjeu. Alors écoutez, Bernard Basset, il est président de l'association Addiction France, il était interrogé par Laurent Tessier, qui était à Jeun. J'ai surtout été très surpris parce que c'est quand même une journaliste intelligente qui fait une réflexion qui est complètement décalée et complètement hors du temps. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution importante du rapport à l'alcool dans notre société. J'en veux pour preuve le succès du défi de janvier qui a rassemblé quand même 5 millions de personnes qui, peu ou prou, ont arrêté de boire pendant une période, pendant ce mois-là. Vous vous rendez compte que ce monsieur fait le procès à l'intelligence de Léa Salamé qui a simplement dit une remarque sans doute de second degré. De dire vous êtes devenu chiant, mais je le répète, si tu prends le second degré au premier, évidemment tu ne peux plus rien dire. C'est terrible. Et alors très sérieux, monsieur Basset dit il n'aurait pas dû dire ça, etc. Mais en fait c'est des moralistes. Jean-Pierre Couteron, il est addictologue, interrogé par Laurent Tessier. Ils nous font la leçon matin, midi et soir. Moi, je déteste qu'on me fasse la leçon dans aucun domaine. Une partie des gens que l'on côtoie ne supportent pas cette démarche, ce qu'on appelle la pression sociale. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'obligation à boire qui nous est faite. Et cette obligation à boire, elle passe par le fait que si on ne buvait pas, on serait triste, on serait chiant. C'est faux, on peut s'amuser, on peut être un bon vivant sans obligatoirement s'alcooliser. Enfin, je n'ai pas le sentiment non plus que des gens obligent à boire les autres. Vous avez ce sentiment ? En fait, j'ai l'impression qu'on dit n'importe quoi dans tous les domaines, mais je peux me tromper. Vous avez ce sentiment que vous buvez peut-être quand vous sortez, Olivier ? Oui, un petit peu. Bon, pourquoi ? Il y a des gens qui boivent pas autour de vous ? Pas dans mon groupe d'amis, non. Il y a pas de... Non, mais ne m'interrogez pas là-dessus, s'il vous plaît. Non, mais vous diriez aux gens, bois, si quelqu'un boit de l'eau. Ah non, surtout pas. Alors, vraiment, cette société devient compliquée. Christophe, qui est DJ. Bonjour Christophe. Il est avec nous, Christophe ? Bonjour Pascal, vous m'entendez bien ? Ça va bien. Vous allez pouvoir intervenir juste après la pause, puisque on va prendre... vous savez qu'à cette heure-là... Alors, c'était pas à cette heure-là d'ailleurs, c'était André Arnaud, c'était un peu plus tard. André Arnaud, paix à son âme, il faisait le journal avec, paraît-il, une petite goutte de whisky. Et quand je dis une petite goutte, c'était peut-être pas une petite goutte. C'est la goutte de Géraldine, quoi. Goutte, oui. Et André Arnaud, bon appétit, bonjour. Il parlait un peu comme ça. Il était une voix très célèbre d'Europe 1. Il parlait de la page en couleur pour la page de publicité. Et maintenant, une page en couleur. Et c'est celle qui va partir à l'instant. Mais à l'époque, il ne s'agit pas évidemment de boire et de se mettre torchon serviette, je ne sais pas comment s'appelait le sketch des inconnus, de se mettre vraiment sous la table, mais on peut boire un petit verre de vin simplement pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard. Aujourd'hui, on dit être rapta. Ça se dit comme ça aujourd'hui. Être rapta ? Oui. Je suis rapta.
Voilà. Et c'est ce qu'on dit à Dublin, j'imagine, mais ici à Paris. Il est 11h. Vous allez retrouver le petit sketch des inconnus lorsqu'ils arrivaient le lendemain et qu'ils avaient trop bu la veille. À tout de suite. Bonjour Christophe, bonjour. Vous êtes donc un DJ privé. Vous n'êtes pas dans une discothèque. J'ai écumé beaucoup de clubs. Bonjour Pascal et bonjour à l'équipe. J'ai écumé beaucoup de clubs et de discothèques pendant plus de 30 ans. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais dis donc, t'es DJ, tu bois pas. Mais comment c'est un truc de dingue. Mais voilà. Et ça m'agace cette affaire parce que j'entendais encore il y a quelques mois, mais il est capitaine de soirée, de temps en temps on change parce que comme il est capitaine de soirée, il s'amuse pas. Non mais c'est agaçant cette culture de l'alcool. Alors oui, boire socialement d'accord, un petit mojito, un petit truc de temps en temps, mais je pousserai mon raisonnement plus loin, Pascal. On est quand même un des pays les plus assistés au monde et paradoxalement, on est quand même le pays qui se shoot à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est quand même des recordman au niveau de consommation d'alcool, des recordman, je vais pas sortir des débats, mais le neuroleptique, etc., etc. Et si effectivement on n'est pas dans ce monde-là, c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est le monde à l'envers. Vous avez quel âge, Christophe ? J'ai 60 ans, bien que j'en fasse 50 de moins, 10 de moins parce que, oui, si vous en faites 50 de moins, je fais attention à... Alors, d'abord, vous avez raison. Et je trouve que vous avez raison, et vous avez raison de vous entretenir, et vous avez raison. Je pense, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est comme on a le même âge, moi je m'aperçois qu'on boit beaucoup moins qu'il y a 40 ans. Quand je suis entré, souvent j'ai cité cet exemple, quand je suis entré dans la vie professionnelle, j'avais 21, 22 ans. Moi, je venais d'une famille où on buvait très très peu. On buvait pas le midi, par exemple. Mes parents ne buvaient jamais le midi, pas de vin. Bon, j'ai découvert dans le milieu professionnel en 87, 88, je partais avec un journaliste reporter d'image, avec un preneur de son, avec un électro. Tous les jours, à cette époque-là, les gens déjeunaient plutôt copieusement et buvaient du vin. Aujourd'hui, vous entrez dans un restaurant, il n'y a plus une personne qui boit du vin le midi. C'est très rare, qui peut boire un verre, mais je vous assure, c'est très rare. Donc la consommation du vin a fortement baissé. Ce qui est vrai, c'est que le soir, elle existe encore. Mais ce qui a changé, me semble-t-il, c'est que les jeunes boivent parfois plus ponctuellement. Et beaucoup. Et beaucoup. Exactement. Binge drinking. Voilà, c'est ce que je cherchais le terme. Répétez-le. Binge drinking. Binge drinking. Ouais. Et notamment les filles. Et notamment les filles qui, de mon temps, si j'ose dire, buvaient très peu. Culturellement, les filles buvaient moins que les garçons. Aujourd'hui, je sors pas avec des jeunes, hein, je sais pas exactement ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ça s'est rééquilibré. Puis il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y a cette culture que vous dites et que dit également Monsieur Coutron, Monsieur Basset qu'on a entendu, qu'on vous culpabilise ou qu'on explique que vous n'êtes pas drôle parce que vous ne buvez pas. J'ai pas ce sentiment qu'il y ait une pression de ce type. Peut-être, vous avez raison. Quand c'est vrai que je lisais que je sais plus jusqu'à quelle époque ils autorisaient le vin à l'école ou dans les cantines. C'est Mendes France. On a enlevé le vin en 55 ou 56 de la cantine. C'est-à-dire que c'était possible pour les gosses de boire de la cantine. Pendant la guerre de 14, on a donné à tous les soldats des 4 ou 5 litres de vin par jour. Ce qui fait que quand ils sont revenus à la maison, ils étaient tous alcooliques, ou beaucoup l'étaient, et ça créait dans les familles des dommages importants. On buvait infiniment plus à l'époque. Alors on mourait plus jeune, hein. À 60 ans, tu avais un AVC ou tu avais une maladie, parce que effectivement, tu prenais moins. Vous venez de dire que vous avez 60 ans, vous en faites 50. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de gens de 60 ans qui en paraissaient 50. Ouais, c'est vrai. Je pense quand même néanmoins que vous parliez du binge drinking tout à l'heure et c'est vrai. Je pense qu'il y a une modification. Puis il y a surtout un mélange de cocktails avec des gens vont prendre de l'alcool avec une marque qui va exciter le cœur un peu trop fort. Il y a des choses et puis toutes ces drogues qui sont qui tournent. Moi, je n'ai jamais pris aucune drogue dans ma vie. Je suis peut-être mais effectivement. Mais on est nombreux. Je vous assure, on est nombreux à avoir pris. Je pense que si on faisait un tour de table, je vois. Bon, il y a Monsieur Vidal-Revel qui vient d'arriver dans la régie. Bon, je ne sais pas si lui-même a pris quelques drogues aux audiences, peut-être. Il se dope.
mais parce qu'elles sont très puissantes en ce moment sur Europe 1, elles sont dans le bon sens. Mais autrement, des gens il y a moins de gens qui ont pris de la drogue en France et tant mieux d'ailleurs, que de gens qui en ont pris. Là où je vous rejoins, et c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui, effectivement, notamment au volant, on a des contrôles beaucoup plus poussés, donc on avance doucement, mais ce que je rebondis surtout sur, moi j'ai mon papa qui est parti prématurément, moi je suis pas intolérant, mais je trouve que on veut une société au risque zéro, et quand même on vous dit, oui, mais il faut plus manger les œufs en Ile-de-France parce qu'il y a des pesticides, il faut plus les poils, etc. Et par contre, je trouve quand même qu'on parle pas suffisamment. De l'alcool. Il n'y a pas d'étiquette sur une bouteille. Stéphane va être là, mais vous voyez, pendant qu'on parle, je reçois un petit SMS de mon amoureuse qui me dit « Et quand tu me dis que je n'ai qu'un défaut, que je ne bois pas, bien sûr qu'il y a une pression sociale qui pousse à boire. » Voilà. Bien répondu, madame. Bravo. Oui, franchement. D'abord, elle n'a pas de défaut du tout. Stéphane, bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Alors vous êtes un ancien alcoolique. Oui. Vous avez quel âge ? J'ai 50 ans. Et vous avez arrêté de boire à quel âge ? J'ai arrêté, je me suis offert ce cadeau pour mes 40 ans. Donc ça fait 10 ans que vous n'avez pas touché une goutte d'alcool ? En réalité, ça fait 11 ans. Mais bon, je me le suis offert pour mes 40 ans. J'ai arrêté peu de temps après. Et est-ce qu'on peut savoir la consommation qui était la vôtre quotidienne ? Je peux citer une marque. Oui. Je buvais environ entre 1 litre et 1,5 litre d'une boisson anisée assez forte tous les soirs. De Ricard ? Oui. Alors, je vais citer aussi Pernod, qui est son concurrent. Voilà. Vous buviez 1,5 litre tous les soirs de Ricard ? Oui. Mais avant le soir, vous aviez déjà commencé à boire ? Non, j'ai essayé d'avoir une tenue assez correcte en journée pour ne pas que ça se voie. Mais je suis toujours surpris de ça. En combien de temps vous buviez 1,5 litre de Ricard ? Les alcooliques sont des gens qui ont beaucoup de rituels. Donc, en fait, je passais ma soirée, j'allais me coucher vers 23h, minuit. Et je commençais, il devait être à peu près 19h, 20h. Mais vous étiez en couple ou vous étiez seul ? J'étais en couple. Et votre femme, que disait-elle à l'époque lorsque vous serviez Ricard sur Ricard ? Elle m'a vu m'enfoncer doucement. Je lui ai plusieurs fois tendu la main pour avoir de l'aide. Ce qu'elle m'a refusé, ce que je peux comprendre, parce que c'est quelque chose de dur à vivre dans l'entourage. Et donc, je m'en suis sorti seul un jour avec les alcooliques anonymes. Et quand vous vous couchiez à 23h, vous vous réveillez à quelle heure le lendemain ? Le lendemain, à 6h, j'étais sur le pont. Vous avez une belle santé déjà. Vous faisiez quoi comme métier à cette époque-là ? Je travaillais sur un plateau d'appel. Sur un plateau d'appel. Et aujourd'hui, oui. Vous êtes toujours dans ce métier ? Non. Vous avez changé de métier. Vous faites quoi aujourd'hui ? J'ai totalement changé. Alors là, aujourd'hui, je suis en invalidité parce que j'ai une maladie assez invalidante. Ah, pardonnez-moi. Mais vous récupériez donc entre 23h et 6h du matin. En 7 heures, vous étiez sur le pont, comme vous dites, après 7 heures, après quand même 1,5 litre. 1,5 litre. Hein. Oui. Donc c'est-à-dire que tous les jours, la bouteille de Ricard, c'est 1 litre sans doute ? Oui, je prenais que des grosses bouteilles en 1,5 litre. D'accord. Et vous le diluiez avec de l'eau ou vous le buviez pur ? Très peu d'eau. Très peu d'eau. Très peu d'eau. Dans des grands verres de 25 centilitres. Et comment cette addiction était-elle arrivée ? Bêtement. J'ai un ami qui un jour est venu et m'a proposé un apéritif le midi, chose que je ne faisais pas. Et l'habitude s'est installée. Et l'apéritif du midi s'est transformé en apéritif du soir, avant le repas. Il s'est prolongé après le repas. Et l'alcool est un produit sournois et insidieux. Mais là, par exemple, si je vous propose un Ricard, vous n'allez pas le boire ? Ah non, je ne bois plus du tout. Ça fait 11 ans que je suis abstinent. Bon, on va marquer une pause parce que ces témoignages sont toujours très puissants, très forts. Et puis, c'est très difficile. En général, dans la vie, c'est très difficile de comprendre celui qui a vécu une expérience qu'on n'a pas forcément vécue. Et c'est vrai que les témoignages des alcooliques anonymes
des alcooliques, pardon, me surprennent toujours parce que cet engrenage, mais comme je ne l'ai pas vécu moi-même, forcément j'ai du mal à imaginer qu'on puisse comme ça tomber, se laisser tomber, et puis Ça peut aller très vite, hein. c'est la preuve. Donc on continuera dans une seconde avec Stéphane. Je remercie évidemment Christophe. Je préviens donc Olivier Guénec, écoutez avec attention Olivier. Oui, bien sûr que j'écoute, Pascal. Oui, Non, mais vous n'êtes, si vous me permettez... Non, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas loin parfois mais dites pas n'importe quoi. Mais toute ma famille écoute. De l'addiction. Voilà. Ah non, mais je parle pas du tout d'alcool. Aux réseaux sociaux, l'addiction aux réseaux sociaux. Bien sûr. C'est ce que je voulais dire, bien évidemment. Non, arrêtez. Je vais recevoir des appels. Non, c'est pas vous qui êtes concerné par cela. C'est pas vous directement dans ce studio. Vous regardez qui là? Je ne regarde personne. Il est 11h28, à tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h, le numéro est non surtaxé. À tout de suite et belle fin de matinée sur Europe 1. Stéphane est avec nous, il rappelle son parcours de alcoolique et nous le faisons réagir parce que nous avons abordé ce thème de l'alcool après la remarque de Léa Salamé à l'humoriste Artus qui se félicitait d'avoir arrêté de boire et de fumer pour gérer ses angoisses. Léa a dit vous êtes devenu chiant, c'est du second degré, ça a été pris au premier degré. Chacun condamne Léa qui va peut-être être obligée de s'excuser, tout ça n'a pas de sens. D'ailleurs sur Europe 1, sur le site internet, on a demandé aux gens est-ce que vous êtes choqués ou pas, et pour le moment à 80% les gens disaient oui je suis choqué. Moi je ne suis pas choqué. Je suis pas choqué parce que c'est du second degré précisément, et que si on enlève la part du second degré on peut plus rien dire. Mais bon, c'est autre chose. Et Stéphane nous dit une chose importante, vous qui buviez 1,5 litre de Ricard par soir, et non pas de Pernod qui est son principal concurrent, vous dites si je retouche une goutte d'alcool, je retombe dedans. Ce qui nous étonne toujours, évidemment, nous qui ne sommes pas des alcooliques. Ça, c'est important de le dire, Stéphane. Ah oui, absolument. C'est une maladie, on ne le dit pas assez. Je n'ai pas choisi cet état-là. J'aurais préféré pouvoir, comme tout le monde, boire un verre, 2 verres et m'arrêter là. Simplement, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. L'alcool est un produit très sournois et vient s'immiscer dans les neurones au niveau des synapses. Et là, effectivement, on tombe dans l'addiction assez facilement. Il suffit en plus, quand on est un peu fragile, d'être dans un mauvais passage de sa vie et l'alcool vient s'installer et combler un vide. Après, concernant les propos de Léa Salamé, je ne les condamne pas. Enfin, il y a tellement plus grave aujourd'hui dans le monde. C'est juste que je trouve qu'on ne fait pas assez de prévention concernant ce produit. C'est une roulette russe. À chaque fois qu'un jeune prend un verre, c'est une roulette russe. On ne sait pas, si on prend une classe de 30 élèves, on sait en les regardant que dedans, il y a forcément 1 ou 2 alcooliques. Est-ce qu'on ferait pas mieux de les prévenir dès tout jeunes? Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des dizaines et des dizaines de campagnes. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu des campagnes mais très très fortes, très puissantes. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il y a de moins en moins d'alcooliques. Vous savez, jadis, dans les campagnes, dès l'âge de 10, 11, 12 ans, tu buvais. Aujourd'hui ça n'existe plus. Tu seras un homme, vous savez, on disait, tu seras un homme en buvant. Tout ça, ça n'existe plus. C'est beaucoup plus... Et en plus, c'était du mauvais vin. Et je vous parle pas dans ce qui se passait dans les... Oui, vraiment, dans les campagnes, dans toute la population rurale. Il y a quand même beaucoup de campagnes de prévention. Vous ne trouvez pas? Regardez sur les paquets de cigarettes, c'est marqué « Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez. Boire peut tuer les enfants que vous avez déjà. » Oui, bien sûr. Mais et puis là, je vais vous dire, là où je suis moins aussi d'accord avec vous, mais moi, ça, c'est mon ADN. Il y a un moment où les gens sont responsables. J'en ai marre. C'est pas à l'État de te prendre par la main. C'est ta vie quand même. T'es un peu responsable de ce qui t'arrive. Tu sais que si tu bois beaucoup, ça va pas très bien dans la vie. Donc c'est aussi une question d'état d'esprit. Moi, je veux bien qu'on prenne les gens. On peut pas d'un côté dire l'État infantilise trop, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, où gardez votre masque, dis bonjour à la dame, mangez ceci et ça. Et puis de l'autre côté, expliquer que il n'en fait pas assez, qu'il faut qu'il en fasse plus. Mais on peut quand même, ça n'empêche pas de l'alerter, encore une fois, sur les paquets de cigarettes, c'est fait. Mais vous voudriez mettre quoi sur une bouteille de vin? Boire le vin tue? Boire du vin tue? On pourrait mettre que ça détruit le foie, l'œsophage, que ça détruit l'estomac, que c'est effectivement que ça peut rendre violent, que ça peut rendre... C'est vrai d'ailleurs. Bien sûr.
Bah écoutez, tiens, posons la question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette émission est faite pour échanger les points de vue. Posons la question à Monsieur Guénec. Est-ce qu'il faut inscrire sur les bouteilles fumer, non pas fumer, mais boire, boire-tu, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais boire-tu d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que vivre-tu. C'est bien le souci. c'est que la première. C'est une sacrée vision de la vie. C'est-à-dire que vieillir-tu. Oui, ça, oui. Voilà. Vous parlez de qui là? Non. Non, mais conduire, tu peux mettre aussi sur une voiture, conduire-tu. Oui. Bon, Pascal, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux lire un petit message? Je vous en prie. Avant de changer de sujet. Oui, on a ce que je dis. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, mais il y a un programme, monsieur, il y a un programme. Non. Alors, on a Greg qui nous dernière écrit. chose quand même, est-ce que votre maladie, Stéphane, est due à l'alcool? Non, du tout. Ça n'a absolument rien à voir. C'est quelque chose que j'ai depuis tout petit et qui, en fait, en vieillissant, est de pire en pire, tout simplement. Bon, j'espère que c'est que les choses. Alors, quand vous dites c'est de pire en pire, c'est-à-dire que on ne peut pas imaginer que ça aille mieux? Non. Bon. Non, ça n'ira jamais mieux. Bon, écoutez, je crois comprendre à un mot couvert ce dont vous souffrez, ou en tout cas le type de maladie dont vous souffrez, et je vous souhaite bon courage dans ce qui doit être une épreuve, j'imagine, Stéphane. Oui, merci beaucoup en tout cas. Écoutez, ça serait bien d'ailleurs que vous nous appeliez, pourquoi pas régulièrement. Je ne sais pas si vous nous avez appelé au standard, et c'est bien de poursuivre parfois des discussions et d'avoir un suivi. Et puis si on peut vous aider, c'est assez bête à dire ce que je dis là, mais si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, eh bien. J'ai eu souvent l'occasion de vous rencontrer dans les rues de Nantes, et notamment proche du stade. J'habite en plus juste à côté. J'y vais plus beaucoup. Là, vous n'avez pas dû me voir depuis longtemps. Parce qu'à Nantes, je ne vous ai pas croisé dans les rues de Nantes. Il y a longtemps que j'ai pas dîné avec la maire de Nantes. Il y a longtemps qu'elle m'a pas invité chez elle pour prendre un petit verre. Ça va venir. Vous savez qu'à Nantes maintenant, parce que je suis un peu dans l'Ouest, à Nantes, je ne viens plus que le 25 décembre. Vous voyez? Et je repars généralement le 26. Donc comme ça, c'est. Avec de belles décorations. Oui. Il n'y a même pas les décorations. Vous avez raison cette année. Mais quand j'arrive, la ville est plutôt tranquille. Vous habitez près du stade de la Beaujoire? Oui, juste à côté. Il y a Nantes-Brest, Brest-Nantes, ce samedi à 15h. Oui. Et grand match. Belle affiche. Oui, Nantes a intérêt de gagner, je vous le dis. Bon, Stéphane, appelez-nous quand même. Appelez-nous et puis on va essayer de garder le contact. D'accord. Et bravo pour tout ce que vous faites, Pascal. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Monsieur Guénec. Un petit message? Allez. Pourquoi un petit? Un message? Pourquoi serait-il petit? Pourquoi ce message doit-il être petit, forcément? Non, vous commencez pas avec moi. Non, mais vraiment, c'est énervant, ça aussi. Passons-là aujourd'hui. Pas maintenant, monsieur. Non. Un message, un grand message. Un message d'espoir, peut-être. Ah, ça c'est pas mal, j'aime bien ça. Message d'espoir. Oui. Belle Hélène. Ah, Poire Belle Hélène, je l'ai. J'en peux plus. Message d'espoir, Belle Hélène. On pourrait écouter la Belle Hélène. La Belle Hélène d'Offenbach, on pourrait écouter ça. On va pas le faire, mon Le roi Babu, qui s'avance, c'est ta gamme. Non, oui, c'est ta gamme, non. Je suis l'époux de la reine le roi Ménélas, Vous connaissez pas ça? Non. Allez, c'est bon. C'est la Belle Hélène de Jacques Offenbach. Mais je me doute d'Offenbach. Bon, d'ailleurs, on peut dire Offenbach aussi. Offenbach. Très bien. Pression. J'en peux plus. Allez. On a Greg qui nous écrit sur notre grosse page Facebook. C'est le chant des rois dans la Belle Hélène. Si vous voulez pas que je lise des messages, si, vous me dites des messages. Mais franchement, mais soyez clairs. L'espoir Belle Hélène. Mais on a l'esprit d'escalier. D'espoir à Belle Hélène, on est passé à Belle Hélène. Moi, vous savez, je peux ne pas le faire. Vous êtes déjà trop payé, à mon avis. Allez-y. C'est gonflé venant de vous. Allez, Greg nous écrit. Greg nous écrit. Non, Léa Salamé n'a pas été trop loin. On a très bien compris le trait d'humour, mais il y a une pensée commune, certes un peu malvenue d'un point de vue santé, mais encore une fois, c'est surtout un trait d'humour. Voilà, Pascal. 11h41, monsieur Pascal Pro sur Europe 1. Ah bah maintenant je suis au taquet. C'est la mode là, les jingles dans la figure. Ça va bien aujourd'hui, ça va très bien. Fabrice Lafitte? Ah oui, ça va très bien, je suis à mon 10e café. Non mais c'est bon, tout va bien. Et vous avez trouvé le discours des rois dans la Belle Hélène ou pas?
Non, j'étais en train de chercher justement. Eh ben, Voilà. alors, je pense que vous le l'aurez trouverez demain matin. Ça me revient. 1864 pour Belle Hélène. C'est ça, non? Non? Ah, j'ai mal entendu ce qu'on m'a dit alors. Non, la Belle Hélène, c'est de 1864, peut-être, mais pas la boire Belle Hélène. Oh non. La Belle Hélène, c'est l'opéra d'Offenbach. Oh là là, mince. Mais c'était, alors on écoute ça souvent à Noël, vous savez, mais dans le temps, on allait, là encore, on avait 12 ans, 13 ans, et on nous emmenait voir ces choses-là, on nous emmenait voir, il y avait l'opéra, puis l'opérette de temps en temps, ou l'opéra bouffe. C'est pas un opéra où on pouvait manger, hein, l'opéra bouffe, c'est autre chose. D'accord. On n'emmène pas son pique-nique à l'opéra. L'opéra pique-nique. Bon, allez, on va parler de Sciences Po. Et après la pause ou pas? 13h. Pascal Pro sur Europe 1. C'est jingle party. Moi, il me fait peur, c'est jingle party. Mais qu'est-ce que c'est jingle? Mais dites-moi, ça va ou Je suis vous payé avez- au jingle maintenant. Non, mais vous êtes les moufles. Ah, vous savez que j'ai un titre. Oui. Champion du monde moufle d'or depuis 2018 et je tiens à le garder.